Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je m'appelle Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans le district de Côte-Saint-Paul, Villemort et Saint-Henri-Ouest. Alors, et je préside le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance ce soir. Parmi les membres du CCU qui siègent pour cette séance du comité de démolition, nous avons Madame Léna Bouchinger, Madame Myriam Joannette, Monsieur Ziad Haddad, Monsieur Jonathan Chat, Monsieur Daniel Joseph Chapdelaine et Monsieur Alexandre Charret. Alors, nous avons deux dossiers ce soir sur lesquels on doit se prononcer. Cette séance-ci, la séance de 18 heures, c'est pour les adresses 1957-1977 rue Hunter et 398 rue Chatham. Alors, je prendrai une adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de modification. Alors, puisque tout le monde en a pris connaissance, je prendrai une proposition d'adoption. Je vois Daniel Joseph, appuyé de Ziad. Merci beaucoup. Alors, Marie-Pierre, tu peux y aller. D'abord, on va présenter le cheminement, le processus d'une demande de démolition et ensuite l'analyse. Merci. Merci. Donc, effectivement, comme Mme Sigouin l'a dit, je vais vous présenter le cheminement que la demande a su être assujettie. Donc, il y a eu le dépôt de la demande de permis de démolition le 13 mai 2020. Il y a eu présentation au comité consultatif d'urbanisme pour une étude préalable le 11 novembre 2020 ainsi que le 15 décembre 2020. Il y a ensuite eu avis public dans un journal local et un affichage sur le site de la Ville de Montréal pour une séance publique à compter du 3 mars. Nous avons tenu la séance publique d'étude des demandes de démolition en séance de consultation écrite telle que prescrit par l'arrêté ministériel du 4 au 18 mars 2021. Nous avons donné un délai en fait pour la réception des oppositions suivant la publication de l'avis. La date limite était le 18 mars 2021. Les oppositions motivées ont été transmises au comité au 18 mars 2021. Ce soir, nous allons présenter le dossier et le comité va rendre sa décision motivée, donc ce soir au 23 mars 2021. Par la suite, il y aura un délai de 30 jours permettant à tout intéressé d'interjecter l'appel que le comité va rendre ce soir. Donc, ils auront jusqu'au 23 avril 2021 pour ce faire. Après le délai, s'il n'y a pas d'appel, pas de refus, l'émission du permis de démolition et étude du projet par le CCU sera à venir. Donc, la demande est située dans le secteur de Griffintown, précisément dans l'unité de paysage 5.8 qui s'appelle rue des Seigneurs. Donc, selon le règlement du zonage 01280, on est dans un usage commercial, industriel et résidentiel. Le secteur permet une hauteur variant entre 9 et 16 mètres avec un taux d'implantation de 35 à 70 %. Nous sommes dans un secteur de valeur exceptionnelle et l'immeuble est jugé d'intérêt. Donc, le site est contenu entre les rues Chatham, Canning, Notre-Dame et plus au sud de la rue William, et on est tout près de l'immeuble L'Arsenal. Je vais vous présenter en rafale quelques vues du contexte immédiat, que ce soit de la rue Hunter ou la rue Chatham. Donc, l'immeuble en question. Le contexte qu'on peut voir en fait en étant industriel et résidentiel, ainsi que la rue Notre-Dame actuellement. Brièvement, l'historique des transactions et occupants connues à ce jour. Évidemment, la construction s'est faite sous la compagnie Canada Paint Company, qui est devenue Sherwin-Williams vers les années 1940. Après l'occupation de Sherwin-Williams et des différents occupants, il y a eu différentes occupations, que ce soit d'industriel ou commercial, puis usage résidentiel et commercial entre 1996 et 2020. Donc, selon les critères d'évaluation pour la présente demande, ils ont été soumis la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Les documents qui ont été transmis par le demandeur sont l'étude patrimoniale réalisée par Gris Orange Consultant, un rapport sur l'état du bâtiment réalisé par Sylvain Parr et Associés,
un rapport environnemental réalisé par Sanexin Services environnementaux. Et en dernier lieu, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé sera un plan de réhabilitation du site. Donc, commençons par la valeur patrimoniale. Donc, le bâtiment est d'intérêt patrimonial pour l'arrondissement et au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, tel que mentionné. Il n'est pas désigné comme lieu historique national par le gouvernement fédéral et ne possède aucun statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Fait à noter que le site n'a pas d'intérêt archéologique, mais que la rue Hunter est entre la rue Canning et Chatham, oui. Donc, pour commencer, la valeur patrimoniale selon les valeurs documentaires, historiques et sociales, il faut rappeler qu'au cours du 18e siècle, les premiers faubourgs apparaissent à l'extérieur des fortifications. Donc, à l'ouest de la ville fortifiée, le faubourg des Récollets se développe le long du chemin Saint-Joseph qui prolonge la rue Notre-Dame vers l'ouest. C'est un long chemin qui mène jusqu'à la ville de la Chine qui est établie à l'ouest du faubourg, le village de Tanneurs, Sainte-Henri-des-Tanneries. Le secteur à l'étude se situe entre le faubourg des Récollets et le village Saint-Henri-des-Tanneries. Donc, dès 1800, le secteur au cœur du développement industriel, c'est le fief de Nazareth qui a été vendu par bail amphithéotique à Thomas McCord qui obtient les droits de développement. Retourné en Grande-Bretagne, son agent revend le fief et les droits à Robert et Marie Griffin en 1804. C'est alors Louis Charland qui établit le plan de lotissement. En 1814, McCord reprend ses terres. En 1825, ouverture du canal de la Chine, coupant la ferme Saint-Gabriel en deux et favorisant une augmentation des activités industrielles et résidentielles. Donc, tôt dans le développement industriel apparaîtront à l'ouest de la rue Canning les installations de construction navale, propriété d'Auguste Quentin. En 1864, le village de l'île est constitué et devient la ville de Sainte-Cunégonde, qui est située entre l'avenue Atwater et l'ancienne limite de la ville de Montréal. En 1840, Benjamin Brewster construit un bassin permettant l'implantation d'usines, dont la série de Augustin Quentin et de la Montreal Rolling Mills, qui est connue sous le nom de Stelco. Agrandissement du canal de la Chine entre 1843 et 1846 et devient navigable entre 1845 et 1880. Le canal est acharné pour son pouvoir hydraulique afin de desservir les industries et qui s'établissent à ses abords. Donc, avec la venue du chemin de fer vers 1847, toute cette activité contribue à l'industrialisation et au peuplement du secteur. Il s'agit du berceau de l'industrialisation au Canada. Vers 1873, on connaît la grande crise, de nombreuses mises à pied et périodes d'extrême pauvreté dans la population. En 1805, la ville de Sainte-Cunégonde est annexée à Montréal et devient donc un quartier avec le secteur appelé la Petite-Bourgogne. D'abord canadien-français, avec la présence d'Irlandais, la Petite-Bourgogne deviendra un lieu où s'établit la communauté afro-américaine anglophone. Les deux guerres mondiales et la production de masse de matériel dans le secteur permettent de maintenir le quartier et on la surnomme à cette époque-là la Smoking Valley. Donc, évidemment, il y a un déclin de l'activité industrielle du secteur vers les années 20, à l'exception de la Canada Paint Company Limited, qui prend plutôt de l'expansion et va jusqu'à agrandir sa superficie manufacturière. Donc, vous voyez voir l'image ici en bas à droite de 1927, où on peut voir vraiment le développement très industrialisé de Griffintown. Donc, qui est la Canada Paint Company Limited? C'est une compagnie qui fabrique une gamme complète de peinture, de vernis, couleurs, huiles et encre pour les presses d'imprimerie. L'entreprise est d'abord avec la Frontenac Inc. Work, située au 572 William, et ce n'est pas le bâtiment qui est à l'étude ce soir. La plus grande compagnie manufacturière de peinture et de vernis et est l'une des rares qui expédie aux États-Unis des matières premières. Donc, la Canada Paint Company emploie à l'époque ses propres ingénieurs, charpentiers et machinistes. Au début du 20e siècle, la Canada Paint Company doit augmenter sa capacité de production et se doter d'ateliers plus vastes. L'entreprise fait donc l'acquisition d'un terrain, rue Hunter, à proximité de ses immenses ateliers, rue William. La portion est du site à l'étude est d'abord occupée par des installations de la Canada Paint Co., puis ensuite de la Sherwin-Williams, qui sur le plan du 1870, on montre un îlot avec une orientation est-ouest qui a 2 ruelles, qui est partiellement construit. Vers 1903, il y aurait construction d'une bâtisse servant comme entrepôt sur le site à l'étude
avec l'adresse civique du 19 rue Hunter. Sur le plan de 1909, on montre le complexe de la Canada Paint Co. Le corps est alors au centre de l'îlot, la portion est servant d'entreposage. Donc, le bâtiment actuel pourrait résulter d'un réaménagement survenu vers 1913. Le changement d'adresse survient vers 1930 pour devenir le 1957 rue Hunter. En 1923, l'incendie détruit partiellement l'usine située entre les rues Chatham, Hunter et Canning. À compter de 1950, le quartier résidentiel et ses institutions sont démantelés. L'ouverture en 1959 de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent rend le canal de la Chine désuet. Vers 1963-1964, la désignation de la zone industrielle par la Ville de Montréal, les bassins sont remblayés et la construction de l'autoroute Bonaventure coupera le quartier en deux. En 1966, pour enrayer le problème de taudis, programme de rénovation urbaine et de construction de loyers modiques dans la Petite Bourgogne. Le suite a suivi l'évolution urbaine de résidentiel à industriel selon le développement du quartier. Donc, en ce qui a trait à la valeur architecturale et esthétique de l'immeuble, il s'agit d'une conception typique de l'architecture industrielle par la simplicité de sa forme et du volume de 2 étages sur un plan rectangulaire. Peu de compositions d'origine ont été conservées, à l'exception des principaux éléments structuraux. Sans marge de recul, le revêtement de briques d'argile rouge a été repeint de couleur rouge sur la façade latérale. Les concepteurs seraient le personnel de la compagnie Canada Paint Co., réalisé avec des matériaux locaux disponibles, illustrant un design fonctionnel et économique. Sobriété dans le parement de briques, à l'exception du couronnement en façade principale, redevable à l'usage secondaire du bâtiment lors de sa construction. Difficile d'apprécier l'ensemble et son intégrité car on dénote plusieurs remplacements inappropriés et improvisés de presque toutes les composantes d'origine, à l'exception de la brique, ainsi que des modifications aux ouvertures. Plusieurs transformations au fil des années qui ont été faites sans permis, utilisées actuellement pour des fins d'entreposage et d'habitation. Récupération du bâtiment à des fins 100% résidentielles ne constitue pas une avenue envisageable et viable dans le contexte d'une requalification de l'ensemble de l'îlot, que ce soit pour les dimensions modestes du bâti, la nature des transformations importantes effectuées au fil des ans, un manque d'entretien général du bâtiment et de ses principales composantes, perte et absence significative de composantes et de lecture de l'immeuble d'origine. Pour ce qui est de la valeur contextuelle, il s'agit d'une implantation d'un langage modeste industriel, une implantation typique dans le paysage bâti environnant. C'est un secteur maintenant à dominance résidentielle, plusieurs plex et immeubles d'appartements, qui est connu aujourd'hui sous le secteur de Griffintown West et qui a été inclus dans la démarche d'urbanisme de collaboration. Donc, je vous présente ici les façades principales, façade latérale est de l'immeuble. On constate qu'il y a effectivement une présence d'arbres matures sur le site, près de l'ancienne ruelle de la rue Notre-Dame, tout près de la rue Canning. Les lots à l'étude s'inscrivent dans un contexte urbain en redéfinition d'une zone de transition entre un secteur à dominance résidentielle ainsi que l'artère commerciale qu'est la rue Notre-Dame et un secteur à dominance industrielle en bordure du canal de la Chine. Le site rappelle le passé davantage industriel du secteur à l'ouest de la rue Canning, faisant lieu d'anachronisme dans la récente revitalisation du secteur désormais à dominante résidentielle. Donc, en conclusion, la structure du rapport d'analyse démontre que les valeurs sociales, historiques, architecturales, contextuelles sont de moyenne à faible. Et la conclusion du rapport est que puisque la valeur documentaire et historique nous apparaît la valeur dominante, nous recommandons fortement une stratégie de commémoration soit développée et mise en place dans un futur projet de développement afin de rappeler le passé industriel du lieu. Donc, le prochain critère, l'état du bâtiment, qui est le rapport de structure. On peut brièvement passer les requêtes des divers travaux ainsi que les occupations qui ont eu lieu sur le site. On peut voir qu'il y a eu évidemment des demandes d'ajout de voûtes ignifuges, des travaux pour les toitures qui coulaient, des travaux sur les parements. Il y a aussi eu des logements illégaux dans un zonage qui était industriel. Il y a effectivement eu des inspections sur le plan d'action patrimoine et des requêtes pour coupure d'eau pour les locataires en 2020. Donc, les inspections visuelles intérieures et extérieures ont été réalisées le 19 juin 2020 ainsi que le 27 novembre 2020. Il n'y a aucune percée exploratoire et ou sondage qui a été réalisé sous la dalle ou sur le toit. L'immeuble de 2 étages comprend un rez-de-chaussée qui est à moitié habitation et moitié commercial, avec un étage qui est 100% habitation.
Ces fondations sont composées de dalles sur sol et un mélange de construction de pierre et ou de béton. La structure comprend plusieurs systèmes présents, que ce soit une dalle structurale sur un système de poutres et colonnes en béton, poutres et colonnes d'acier, ainsi que des murs de massif de briques avec des pilastres de maçonnerie au niveau des axes structuraux. La toiture est composée d'un pontage de bois millfloor sur poutres et colonnes en acier à l'intérieur, ainsi que massif de briques. Et le revêtement extérieur serait un massif de briques qui serait peu isolé. Donc, au niveau du détail des différents éléments de l'enveloppe, on peut constater d'importantes déficiences au niveau de l'étanchéité et aucune étanchéité, aucune présence de pare-vapeur, des traces d'infiltration d'eau au plafond du deuxième étage, type d'ouverture, forme, couleur n'étant pas en accord avec le contexte et la typologie. Changements d'usage ont généré un cloisonnement intérieur qui ne concorde pas avec les caractéristiques d'origine du bâtiment. Absence de solin aux ouvertures générant de nombreuses infiltrations d'eau dans le massif de briques. Plusieurs irrégularités avec le code de construction en vigueur. Résistance au feu des éléments, continuité des séparations coup de feu, ventilation des espaces communs, cloisonnement des salles mécaniques et conformité des systèmes mécaniques dans l'ensemble. Pour ce qui est de la toiture, aucune inspection n'a été réalisée pour des raisons d'accessibilité. Pour ce qui est maintenant de la structure, l'immeuble présente d'importants signes de tassement et de mouvement pouvant être observés sur l'ensemble des murs extérieurs et de la brique. Nombre important de lézardes et de fissures, reprise de maçonnerie avec des briques différentes ne s'harmonisant pas à la maçonnerie d'origine. Murs extérieurs ayant subi des modifications majeures qui ne concordent pas avec les composantes ni l'organisation de la composition d'origine du bâtiment. S'il s'agit bien évidemment d'interventions malheureuses, la structure de type millfloor est brisée. Les fissures causées par la nature des fondations et leur état de dégradation, la mixité des systèmes structuraux et des nombreuses modifications des ouvertures réalisées sans un souci des règles de l'art et aucun support ni solin. Mouvement entre la dalle de l'étage et le massif de briques avec fissures importantes sur la face intérieure de la dalle du rez-de-chaussée, mouvement inadéquat de l'infrastructure sous la dalle et de l'étage, signe de vieillissement de la brique, mauvaise qualité et peinte à plusieurs endroits, face de briques délaminées, joints de mortier friables, malgré les travaux de réflexion, plusieurs fissures extérieures sont apparues à nouveau, ce qui indique que les murs de maçonnerie continuent de travailler d'une manière inadéquate. Le même type de fissure est présente sur les murs intérieurs. Les murs ont dû être renforcés au cours des années et ils montrent encore des défaillances, expliquant que la brique porteuse est incapable de résister aux contraintes sous lesquelles elle est soumise. Il y a aussi une dégradation de la base des colonnes en béton. Les éléments sont légèrement à lourdement endommagés avec présence de nids d'abeilles et les colonnes sont dénudées. Je vous présente ici à titre d'information les schémas de structure démontrant en fait l'hybridation des systèmes structuraux présents. Donc, la conclusion du rapport fait état d'un état avancé de détérioration. La nature des systèmes structuraux, y compris les murs extérieurs, rend la récupération et la rénovation extrêmement difficile car un démantèlement complet serait requis pour supporter le plancher du deuxième étage, ce qui constitue une démolition au sens du règlement régissant la démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Travaux en sous-œuvre majeure pour remplacement des fondations. Le bâtiment est en mauvais état et que les déficiences affectent environ 50 % de l'ensemble des éléments structuraux. Les travaux requis en structure seraient majeurs et devront satisfaire les exigences de la partie 10 du Code national du bâtiment pour la reprise complète du contrevêtement du bâtiment, ce qui complexifierait davantage les travaux, voire même à les rendre pratiquement irréalisables, en plus de modifier l'allure actuelle des façades. Considérant l'ensemble de l'ampleur et des déficiences structurelles, l'ampleur et la gravité, la complexité des travaux correctifs et les impacts sur les façades, considérant lors des travaux d'exécution de décontamination sur le bâtiment, cela pourrait créer des dommages aléatoires aux fondations, ce qui empirerait l'état actuel de la structure. Considérant que les travaux majeurs requis devant satisfaire les exigences de l'article 10.4.1.3 du Code national du bâtiment en ce qui a trait au contrevêtement, ce qui pourrait complexifier les travaux, la démolition, elle est recommandée. Donc, prochain critère, le rapport environnemental qui a été soumis. Donc, je vais vous présenter ici essentiellement les résultats du rapport et ses conclusions. Donc, en ce qui a trait au sol, les résultats analytiques obtenus des échantillons de sol ont démontré des concentrations supérieures aux valeurs limites des annexes 1 et 2 du RPRT applicable pour une utilisation résidentielle et commerciale. Donc, une concentration de métaux supérieure aux valeurs limites de l'annexe 1 du RESC,
La majorité des échantillons présentant des concentrations dépassant les valeurs limites sur le site sont situés à des profondeurs évaluées entre 1,2 et 2 mètres au-dessus du niveau de la surface, mais pourraient être encore plus profondes lors de l'excavation. Donc, étant donné que ces concentrations supérieures au critère B ont été identifiées au droit de tous les sondages réalisés, incluant ceux sous le bâtiment, les travaux d'excavation seront requis sur l'ensemble du site, incluant sous le bâtiment. Pour ce qui est des eaux souterraines, considérant les récepteurs identifiés, que ce soit le canal de la Chine qui est situé à moins de 1 km et le réseau d'égouts de la ville de Montréal, les résultats des échantillons d'eau souterraine ont été analysés et jugés conformes, à l'exception de la présence de HAP. Considérant les détections des puits d'exploration hors construction ainsi que la nature des activités historiques sur le site, une validation de la qualité des eaux souterraines est recommandée sous l'emprise du bâtiment actuel une fois ce dernier démoli. Je vous présente ici les plans du site, donc qui démontrent les positions des forages et des puits d'exploration, un extrait du rapport de Sanexen, ainsi que la classification environnementale au niveau des sols, ainsi que les polygones de caractérisation qui ont été démontrés. Donc, on peut voir essentiellement que les secteurs sont effectivement dans le critère C selon les guides d'intervention. Donc, pour ce qui est finalement, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, tel que mentionné, le requérant soumet un plan de réhabilitation pour le projet de remplacement. Au regard des utilisations passées et actuelles ayant eu cours sur le site, l'ancienne usine de peinture et de pesticides correspond aux activités listées à l'annexe 3 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Donc, le développement du site serait visé par des obligations associées au processus de réglementation de la loi sur la qualité de l'environnement pour un changement d'usage. Donc, ils doivent, selon le processus de décontamination, réaliser les études environnementales de phase 1 et phase 2, de déposer un avis de décontamination au registre foncier, de faire le dépôt d'un plan de réhabilitation et de plan de démantèlement au ministère de l'Environnement pour l'approbation, réalisation des travaux de réhabilitation et dépôt d'un avis de décontamination au registre foncier avant de faire tout autre travaux ou soumettre un projet de construction. Donc voilà, merci de m'avoir bien écouté. Merci Marie-Pierre. Alors, à ce moment-ci, je poursuivrai en faisant état des objections qui ont été émises en lien avec ce projet. Elles sont au nombre de 8. Il y a eu le COPIR Comité Logement qui s'oppose à cette démolition, présentant comme principal argument qu'il y a suffisamment de condos qui se construisent actuellement et pas suffisamment de logements sociaux. Il déplore que le requérant ne serait pas soumis, passerait outre la stratégie sur une métropole mixte, mais je dois informer les pétitionnaires que les règlements vont entrer en vigueur le 1er avril seulement. Pour le reste, c'est ça, trop de condos, la multiplication des condos est déplorée par les gens, des constructions en hauteur qui privent les riverains de lumière naturelle, qui transforment beaucoup leur quartier. Les désagréments au niveau des chantiers, on les comprend. Griffintown est vraiment en effervescence au niveau des chantiers, donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour les résidents. Alors voilà, en gros, comme je disais, il y a eu 8 oppositions à cette demande. Alors, je prendrai les questions des membres du comité sur la base de main levée, s'il y en a, avant que nous quittions en délibération. Alors, je comprends que la présentation était très claire, à moins que vous ayez des questions pour les invités présents. Je vois que M. Chapdelaine a une main levée. Oh, pardon. Oui, Daniel Joseph. Madame Sigouin, quand vous dites que vous avez eu 8 oppositions, est-ce que c'est 8 oppositions qui viennent du même groupe? Non, non, il y a eu le POPIR Comité Logement, puis les autres venaient d'individus. De citoyens, d'accord, merci. Alors, on va vous quitter cette salle virtuelle pour délibérer et on vous revient avec la décision du comité. À tout à l'heure. Merci.
Voilà, alors le comité est prêt à rendre sa décision qui s'exprimera par la résolution que je vais lire à l'instant. Alors, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 3 mars 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 23 mars 2021 à 18 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 4 au 18 mars 2021 permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment, en plus du rapport de contamination du site. Attendu que l'occupation future et éventuelle du site requiert d'importants travaux de décontamination et de mise aux normes aux fins d'un programme d'utilisation du sol dégagé. Attendu que l'option de décontaminer sans démolir est difficilement réalisable sans compromettre l'intégrité du bâtiment. Je demanderai à ceux qui ont des micros ouverts peut-être de les fermer, s'il vous plaît. Attendu que 8 oppositions écrites ont été signifiées au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 1957-1977 rue Hunter et 398 rue Chatham, aux conditions suivantes, que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux issus du démantèlement conforme aux objectifs de recyclage et de développement durable de l'arrondissement du Sud-Ouest. Que la démolition soit réalisée en démantèlement afin que soit documenté le mode de construction de l'immeuble et qu'à cette fin, un plan de démantèlement soit soumis avant que soit émis le permis de démolition. Une entente avec un organisme ou une entreprise ayant une expertise en patrimoine ou en histoire devra être conclue et déposée à l'arrondissement. Le résultat du travail effectué, sous forme de rapport et de relevés photographiques, devra être soumis à l'arrondissement et partagé avec la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles pour référence future. Qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée et payée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce lot et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant que soit émis le permis de démolition. Et enfin, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, le comité invite le requérant à examiner la possibilité que le projet de remplacement maintienne les caractéristiques du parement de briques du bâtiment et celles de la corniche présente sur la façade de la rue Hunter. Par ailleurs, le comité invite également le requérant à respecter les recommandations du consultant de l'étude patrimoniale en ce qui a trait à la stratégie de commémoration développée et mise en place dans un projet de redéveloppement afin de rappeler le passé industriel du lieu, en l'occurrence l'entreprise Sherwin-Williams Canada Limited, anciennement la Canada Paint Company Limited. La résolution est adoptée à l'unanimité. Et ceci met fin à la première séance du comité pour ce soir. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever la séance. Je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Léna, appuyée de Ziad. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée aux invités qui étaient avec nous ce soir. M. Owens, M. Barrio. Merci beaucoup tout le monde. C'est bien apprécié. Merci. Blouin. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Bonne soirée.